Merci à WebMardi de me permettre de faire ce talk. Merci à vous d'être là, nombreux ce soir. Je ne vois pas le nombre, mais je l'imagine plutôt que de vous être rués sur la sortie de Baldur's Gate 3, donc c'est cool de vous avoir ici. Alors ce soir, on va parler de JavaScript et de Tailwind, et puis comment les deux ensemble, on peut arriver à un développement plus efficace. Donc j'ai mis le titre en anglais parce que c'était plus simple, plus compréhensible, mais la présentation va être en français. Après, si vous avez des questions en anglais, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai une joie d'y répondre à la fin. Alors, moi, c'est Yann Gauffon. Je suis développeur JavaScript chez Antistatic, l'agence web à Lausanne. Vous pouvez me retrouver notamment sur GitHub, sur mon site perso, et je fais aussi quelques photos sur 500 pixels. Mais passons tout de suite au menu du soir. Donc, ce soir, on va parler déjà de Tailwind. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, on va revenir un peu sur la définition de l'outil, sur ses concepts et son usage. Ensuite, on va parler de son intégration dans une application JavaScript, enfin dans l'écosystème JavaScript plus particulièrement. Et puis, au final, on va faire un petit retour sur l'expérience, des appréciations personnelles, un peu qu'est-ce que cette approche nous a apporté, ou m'a apporté en tout cas après plus ou moins une année d'expérience. Alors, Tailwind déjà. Donc voilà, ça c'est la page de tailwindcss.com, à ne pas confondre avec Tailwind UI, j'en parlerai peut-être juste après, mais voilà, c'est bien Tailwind CSS dont on va parler ce soir. Donc si on prend un peu plus en détail donc, la page d'accueil de la documentation, on aura ces deux mots qui vont revenir assez régulièrement, et c'est CSS Utility, ou traduit en Functional CSS. Donc le Functional CSS, c'est une approche qui existe déjà depuis quelques années. Et puis je pense que c'est très important de parler de Functional CSS avant de parler de Tailwind en particulier, parce que c'est vraiment très lié comme concept. Pour cette première partie, en fait, je me suis basé sur un article de blog qui a été écrit par Adam Watan, qui est en fait le fondateur, enfin le core développeur de Tailwind, qui est à l'origine de ce projet, entre autres. Et puis, c'est un article qu'il a écrit en 2017 sur les CSS Utility Class et la Separation of Concern. Donc, ça, c'est deux thématiques qui sont quand même assez liées. Et puis, je pense que c'est pas mal pour comprendre ce que c'est les functional CSS et ensuite Tailwind en soi, de revenir un peu étape par étape sur le cheminement que moi et sûrement beaucoup d'autres web développeurs ont eu dans leur relation à HTML et CSS. Alors, au commencement, je pense qu'on a tous commencé comme ça, quand on devait attaquer le développement d'une interface utilisateur, ou en tout cas d'une interface web, on commençait en tout cas, par développer un bout d'HTML comme ça. Donc là, par exemple, j'ai envie de développer une carte d'un profil utilisateur avec une image, un titre, un paragraphe. Et puis souvent, donc, je vais peut-être parler à la première personne. Souvent, ce que je faisais, c'est que j'écrivais mon HTML. Une fois que j'avais ma structure, parce que c'est quand même un langage structurel, là, j'appliquais une petite classe, et puis ça me permettait, droit derrière, d'appliquer en fait le CSS que j'avais envie d'appliquer. Donc c'était vraiment souvent ces deux étapes, d'abord l'HTML, puis ensuite le CSS. Ensuite, les choses, elles ont un petit peu évolué, puis j'ai ressenti le besoin d'avoir une approche peut-être un peu plus sémantique, un peu plus réutilisable. Donc, mon HTML, je le codais un peu avec déjà des classes qui étaient livrées par un CSS, qui me permettait un peu de savoir, en développant l'HTML, à quoi ça allait ressembler directement. Après, c'est toujours en gardant... je dirais que j'ai jamais abandonné le respect d'une bonne structure sémantique HTML, mais c'est plutôt la relation entre l'HTML et le CSS qui a un petit peu évolué. Donc ça, c'était un peu la deuxième phase. Là, je me permets de faire une petite pause. Là, par exemple, si j'ai un nouveau composant qui utilise les mêmes styles que MediaCard, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai plusieurs options. Je peux dupliquer le CSS, puis nommer une autre classe. Je peux utiliser un extensas, par exemple, pour récupérer un bout de CSS et puis l'injecter dans une autre partie. Alors là, c'est permis uniquement par SAS, mais il y a d'autres outils qui permettent de faire des choses assez similaires. On peut refactorer le nom de ma classe en quelque chose de plus général. Donc, par exemple, quelque chose qui est moins propre au fait d'utiliser un média dans une carte, mais peut-être quelque chose juste média ou autre chose. On pourrait simplement réutiliser MediaCard hors contexte, mais là, du coup, le nom de la classe commence à perdre un peu de sens.
etc. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, et puis il y a toujours un moment quand on utilise cette approche assez précise où on doit se poser ces questions. Quand on parle de separation of concern avec l'HTML, CSS, en fait, il s'agit de définir le sens de la relation. Je pense que le fait de garder ça en tête quand on va utiliser ces deux langages, c'est hyper important. Donc, forcément, on a deux sens, vu qu'on a deux entités. Le premier, c'est le CSS qui dépend de l'HTML. Donc, c'est au moment où on a un HTML indépendant qui fournit des classes dont va dépendre le CSS. Par exemple, mon tout premier exemple, le auteur bio, c'était vraiment ça. L'HTML, il écrit sa structure, il pose une classe de wrapper, en gros. Et puis dans le CSS, on va simplement reprendre cette classe et puis styler tous les enfants. Donc par exemple, auteur bio, H2, etc., etc. Et puis à l'inverse, on peut avoir un HTML qui dépend du CSS. Donc là, on a un CSS qui est complètement indépendant, qui va fournir toute une série de classes. Et puis ensuite, l'HTML, il va l'utiliser pour construire son interface. Ça rend peut-être l'utilisation de CSS plus stricte, mais après, elle a généralement une meilleure réutilisabilité. Donc là, par exemple, on a la super classe bootstrap.btn qu'on peut appliquer à tous les boutons, tout ce qui ressemble à des boutons dans notre interface. Ensuite, comme je vous l'ai introduit rapidement, il y a eu l'approche Bootstrap que je pense on a utilisé en tout cas chez Antistatic pendant des années, simplement pas par flemme, mais simplement parce que c'est toujours un framework HTML, CSS qui permet d'accélérer un petit peu plus le développement pour autant qu'on l'utilise bien. Donc, nous, on l'utilisait avec ça, on redéfinissait toutes les variables Bootstrap, et puis ensuite, à partir de là, on utilisait les différents composants qui étaient mis à disposition pour monter notre code. Donc voilà, j'imagine que tout le monde est passé par au moins un de ces frameworks, soit Foundation, Bootstrap, ou Pure, etc. Donc là, à ce moment-là, on développait notre HTML avec la doc Bootstrap à côté ouverte pour ceux qui la connaissaient moins bien, et puis on appliquait différentes classes. Là, on peut voir un input group, un form control, un input group happen, etc. Je m'excuse Yann, ta webcam a craché en fait, on ne te voit plus du tout. Ah mince. Ok, on va juste... Hop. Alors, désolé pour ce petit contretemps. Non, on va utiliser celle-là, c'est pas grave. Super. Je suis un peu plus bleu, c'est pas grave. Donc, on reprend. Donc, l'approche Bootstrap, donc, voilà, on avait cet HTML comme ça. Et puis ensuite, derrière, on savait qu'on avait plein de classes CSS à disposition qui nous permettaient de faire à peu près tout ce qu'on voulait. Et puis quand elles n'existaient pas, là, on commençait à écrire notre CSS custom. Mais là, on s'éloigne déjà d'une approche où on écrit du CSS, à proprement parler. Et puis une chose qu'on a vu apparaître avec Bootstrap, c'était surtout Bootstrap 4, en fait, puis ça nous avait pas mal motivé à l'époque, c'était les premières utility classes qui faisaient en fait qu'une chose en CSS. Là, par exemple, sur MB3, on savait qu'on avait un margin bottom avec une unité de 3 qu'on pouvait appliquer comme ça. Puis ça a vraiment, je dirais, changé la façon dont on gérait les espacements à l'intérieur de notre code. Donc on pouvait comme ça, plutôt que écrire du CSS pour gérer les espacements entre les composants, utiliser ces utility classes et puis gérer un petit peu plus finement l'agencement des composants entre eux. Et pour finir, on a cette fameuse suite logique en fait, dans toutes ces approches qui est le CSS fonctionnel. Donc par exemple, là j'ai pris un des exemples de Tailwind. Si on voulait développer ce composant avec Tailwind ou du CSS fonctionnel, on ferait quelque chose comme ça. Donc on peut voir qu'on a plein de classes différentes. On a si je prends la troisième ligne, un rounded LG pour donner un bord arrondi à l'image. On a un MT4 qui ressemble beaucoup à Bootstrap. On veut mettre un peu de margin top à un composant, etc., etc. Et ensuite, ça c'est une chose qui est plus spécifique à Tailwind, c'est préfixe avec 2 points. Donc là, MD 2 points, ça veut dire qu'on veut appliquer ce style qu'avec un breakpoint MD, etc., etc. Alors, moi je pense, comme beaucoup, ma première réaction, c'était j'ai vomi dans la bouche. Non, plus sérieusement, c'est vrai que on a l'habitude, et puis en tant que front-end, on est quand même assez maniaque de la beauté de notre code, entre guillemets, de la réutilisabilité des choses, etc.
Et puis c'est vrai que je pense que c'est ce qui rebute la plupart des gens avec cette approche, c'est le fait que tout à coup on se retrouve avec un HTML qui est très lourd, qui doit avoir beaucoup de classes pour faire quelque chose de relativement simple quand même. Donc là, Captain Septic il dira, mais en résumé, c'est juste des styles inline. Alors la grosse nuance entre les utility classes ou le CSS fonctionnel et les styles inline, les styles inline définissent des valeurs au moment où on les utilise, alors que les utility classes, elles assurent une consistance des valeurs. Même si MB4, ça va faire un margin bottom de 4 de mes unités, ou ce que j'aurais défini comme valeur, c'est en soi juste une propriété CSS que je pourrais juste faire avec un margin bottom avec ma valeur. Le fait de l'abstraire derrière une classe, ça va m'assurer une certaine consistance dans cette valeur. Donc là, par exemple, si je regarde un bout d'HTML avec d'un côté des utility classes et de l'autre côté du CSS inline, je me rends compte que ça permet des erreurs, si je me trompe. Et puis après, tout ça pour dire aussi que c'est quasiment immaintenable. Donc voilà un petit peu pour cette introduction au CSS fonctionnel, au utility class, comme l'appelle Tailwind. Donc les avantages d'utiliser cette approche par rapport à une approche un petit peu plus traditionnelle, c'est déjà la consistance des styles, ça on l'a déjà abordé. C'est hyper flexible dans le sens où on n'a pas besoin de faire des allers-retours entre l'HTML et le CSS pour tout à coup adapter ou changer le comportement d'un composant dans un certain cas. La DX, forcément, qui dit flexibilité, dit aussi plus grande rapidité de développement. Ça nous offre aussi la possibilité de faire du design in browser. Une fois qu'on a tous ces outils, toutes ces utility classes à disposition, c'est plus facile de créer un prototype et puis de coder très rapidement une chose en restant uniquement focalisé sur l'HTML. Et puis, au niveau du endeavor, là aussi, c'est une fois que l'approche a été comprise, c'est plus simple d'onboarder des nouveaux développeurs qui n'ont pas besoin de connaître tout un framework. Et puis aussi au niveau de la maintenance, quand on revient sur un projet qui utilise des utility classes, et puis qu'on doit changer un comportement sur une page ou adapter quelque chose sur la demande du client ou d'un designer, c'est aussi plus simple parce qu'on n'a pas besoin de retrouver les fichiers de style. Ça dépend toujours des architectures, mais ça facilite en tout cas la maintenance. C'est aussi un peu target agnostique, alors c'est le cas de beaucoup de frameworks CSS, mais c'est bien de le rappeler, donc que ce soit du JavaScript ou non, qu'on veut utiliser un framework ou non, etc., en gros on a juste un set de classes et puis on peut l'utiliser. C'est aussi assez scalable, l'avantage c'est la scalabilité, on peut simplement rajouter de nouveaux paramètres qui vont généralement générer tout un set de nouvelles classes pour nous, et puis comme ça permet vraiment de faire évoluer complètement la boîte à outils qui va venir avec notre environnement de CSS fonctionnel. Les inconvénients, parce qu'il y en a quand même, c'est ce fameux code HTML pollué. Je pense que c'est le plus grand inconvénient, en tout cas quand on aborde un peu cette approche. Après, je vous montrerai des alternatives, mais je pense que c'est ce qui peut en tout cas le plus rebuter les gens. L'expérience de debug, forcément une classe fait une chose en CSS, du coup l'inspection du code HTML pour voir un peu qui est responsable d'un comportement CSS, c'est un petit peu plus compliqué, c'est moins intuitif. Le nom des classes sémantiques, justement elles sont moins sémantiques. Le nom des classes rapporte à des propriétés CSS ou à des comportements visuels et moins avec un sens sémantique profond. Après, là encore, c'est discutable d'utiliser ou non des classes sémantiques en CSS. On va plus privilégier une utilisation sémantique des balises HTML, mais voilà, ça peut rebuter encore une fois des gens. Et concernant Tailwind, alors là, on n'a parlé que de CSS fonctionnel, mais Tailwind en soi, qu'est-ce que c'est? Alors, on a vu avant que c'était un framework qui permet d'utiliser, en tout cas de mettre en place tout un set d'utility classes pour pouvoir faire du CSS fonctionnel. Personnellement, je dirais que c'est une des meilleures développeurs expérience du marché. Il y a, vous verrez un peu plus tard, mais toute la façon dont ça a été pensé, la façon dont on peut paramétrer l'outil, la façon dont il est documenté, ça le rend vraiment hyper accessible et hyper plaisant à utiliser. Il a été pensé responsive first, donc vous l'avez vu avant dans l'exemple, il y a ces préfixes, 2 points, qui permettent d'intervenir sur des styles, sur des breakpoints spécifiques, puis ça vient avec le framework
out of the box, et puis ça, c'est hyper agréable. C'est simple et flexible. Donc, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? Simplement, on va créer un fichier de configuration qui va généralement étendre le thème de base, donc les variables de base, les valeurs qui vont décrire la font family, les différents spacing, etc. Donc on crée ce fichier de config qui s'appelle communément tailwind.config.js. Ensuite, on va créer un fichier de style, ça va être un peu notre entry point Tailwind pour dire ce qu'on veut utiliser. On peut aussi quand même appliquer des styles globaux, par exemple avec ce H1, vu que c'est du post-CSS, on peut faire ce @apply TextLG, donc TextLG qui est une utility class, et puis comme ça, quand même avoir un minimum de styles globaux, sans devoir appliquer à tous les H1 à TextLG. Donc il y a cette possibilité, puis ça m'a même conseillé de le faire. Et puis pour finir, on a une commande qui nous permet de builder sur la base de notre entry file style.css, notre output.css, qui va contenir en fait toutes les classes Tailwind. Donc là, si on reprend la doc, comme je vous disais, c'est une doc que je considère comme une des meilleures dans les frameworks web. Simplement en faisant en appuyant slash sur notre clavier, ça nous ouvre le prompt de la search, et puis là, on peut taper une recherche, et puis l'autocomplétion, elle est vraiment précise, donc on arrive très rapidement à la page qu'on veut. Donc c'est un super outil pour travailler avec, parce qu'au début, il faut se familiariser avec un peu tout le langage de Tailwind, mais grâce à la documentation, je dirais que ça rend un peu l'onboarding simplifié. Et puis après, pour les power users que je suis, entre autres, il y a un super workflow Alfred qui vous permet de rester confortablement dans votre éditeur de code, de taper votre recherche dans Alfred, de faire un petit commande Y pour ouvrir une fenêtre du navigateur toujours dans Alfred, consulter la doc, escape, et on n'est pas parti de notre éditeur de code. Donc ça, c'est aussi un truc cool. Et pour finir, je mentionnerai, même si plus tard vous verrez qu'il y a des problèmes avec ça, mais il y a toujours des plugins pour les différents IDE. Donc, par exemple, sur VS Code, il y a un Tailwind IntelliSense qui permet de faire de l'autocomplétion sur les utility classes qu'il a déduit sur la base de votre configuration Tailwind. Donc, c'est vraiment pas les utility classes globales, la config par défaut, mais vraiment celle de votre projet. Donc, ça, c'est un truc qui est aussi bon à savoir. Ensuite, donc, deuxième partie, Tailwind dans le JavaScript, comment ça se passe? Alors, il existe plusieurs outils qui font un peu tous la même chose, avec des fois quelques variations. Moi, ce soir, j'ai choisi de vous présenter Twin, parce que c'est celui qu'on utilise déjà depuis quelques temps, et puis qui semble répondre le mieux à nos exigences, et puis au suivi du projet, parce qu'il faut quand même utiliser un outil qui utilise les derniers standards de Tailwind. Donc Twin le fait assez bien. Ils ont eu un petit moment, une pause, pas une pause, mais une difficulté à rattraper Tailwind, et puis là, maintenant, ils sont vraiment au taquet, donc c'est un super outil. Donc, Twin, qu'est-ce que c'est? Donc, en gros, c'est une macro Babel. C'est quelque chose qui est intimement lié à Babel. Après ça, c'est tant mieux, parce qu'en général, c'est rare de coder un projet JavaScript sans Babel, ou alors c'est du Node.js, donc pas du front. Mais voilà, ça fonctionne avec Babel, et il faut utiliser Babel pour faire fonctionner Twin. En gros, ça transforme les utility classes en CSS in JS. Alors, je vous montrerai concrètement à quoi ça correspond, mais c'est pas l'idée d'appliquer simplement des classes CSS avec un CSS global qui va nous permettre d'influer sur le visuel de notre composant, mais là, c'est vraiment un truc qui va transformer nos utility classes, donc nos alias, en gros, en CSS in JS. Ça fonctionne avec la plupart des librairies, donc Style Component, Emotion, la plupart des librairies de CSS in JS que vous utilisez, elles sont supportées par Twin. Il y a une bonne suggestion lors des fautes de frappe. Ça arrive de faire des fautes de frappe si on n'a pas une bonne autocomplétion. Donc à ce moment-là, il y aura une erreur, et puis il va vous dire peut-être vous vouliez utiliser cette classe. Donc ça accélère aussi le développement, puis ça améliore la DX. En gros, là, si je prends par exemple je montrerai un peu plus en détail comment ça fonctionne, mais d'un côté, j'ai cette propre Tailwind qui me permet d'aligner mon texte au centre. Lui, ce qu'il va faire, au moment de la transpilation Babel, c'est qu'il va transformer cet alias et cette prop, en gros, en style JavaScript, sous forme d'objet, avec une propriété objet de text align. Et puis derrière, si j'utilise Emotion va me générer une classe CSS unique avec les CSS inlinés dans mon code. J'ai
toutes ces choses, elles sont automatiquement faites pour nous. Donc, comment est-ce qu'on setup tout ça? Donc là, je vais prendre l'exemple d'Emotion. On utilise Emotion plutôt que Style Component pour une raison que vous verrez après, mais c'est vraiment, c'est pareil, quelle que soit la lib que vous utilisez pour faire du CSS in JS. Donc le premier truc, c'est que je vais installer mes dépendances. Donc là, j'ai besoin de Tailwind, du core d'Emotion et d'Emotion Styled. Et puis en dev dependency, j'ai besoin de ma macro Babel et de Babel plugin macro qui me permettent d'utiliser des macros Babel. Ensuite, on va créer les fichiers dont on va avoir besoin. Donc vous avez déjà vu le base.css, le tailwind config.js. Nous, ce qu'il nous faut encore, c'est le fameux Babel plugin macro config.js qui va nous permettre simplement de configurer Twin pour Babel. Là-dedans, c'est un fichier assez simple où on va simplement définir où se trouve notre config Tailwind, quelle librairie on veut utiliser, la Emotion Styled. On peut faire du format auto, on peut activer ou désactiver les suggestions, et puis activer ou désactiver le mode debug. Et puis un truc que je conseille, c'est de simplement ajouter un script npm qui nous permet de simplement builder sur la commande que je vous ai montrée avant, notre base.css en style.css, pour baser ensuite on va baser Twin. Et puis comment ça s'utilise? Donc là, j'ai pris l'exemple de React, mais c'est pratiquement pareil pour Vue, Svelte, le framework que JavaScript vous a utilisé. Donc on va simplement créer un composant. Alors en haut, vous allez voir déjà deux choses. On importe JSX pour permettre l'utilisation de CSS in JS dans notre composant avec Emotion. Et ensuite, il faut importer Twin avec cette variable TW. Alors encore une fois, c'est une macro Babel, donc c'est pas quelque chose qui est disponible après la transpilation. C'est vraiment quelque chose qui est disponible avant. C'est un peu comme si on mélangeait j'aime pas trop la comparaison, mais c'est comme si on a mélangé un peu du PHP et du JavaScript. On va avoir un peu deux niveaux d'exécution. Et puis ensuite, dans notre composant, là, on a plusieurs approches possibles, mais la plus agréable à utiliser, c'est simplement de mettre en place une prop TW, et puis on lui passe simplement les utility classes qu'on va utiliser. Donc c'est très très proche syntaxiquement de l'utilisation de classe ou class name, sauf qu'on va utiliser cette prop, qui va être ensuite transpilée en CSS in JS, puis en classe unique, etc. L'usage, comme je le disais avant, il est méga flexible, en particulier avec Emotion, mais aussi avec les autres librairies. On peut faire plusieurs choses, donc ça c'est le premier exemple que je vous ai montré. On peut utiliser une prop à laquelle on va passer nos utility classes. On peut très bien aussi utiliser cette tag function TW qui fait la même chose avec des utility classes à l'intérieur. Et puis c'est ce qui va nous permettre d'appliquer de façon conditionnelle des styles. Alors ça, on peut le faire avec la prop style ou la prop CSS. Soif. Et puis pour finir, un truc qui est aussi assez pratique si on veut faire vraiment de la séparation de code, c'est pour ça qu'on utilise Emotion, parce qu'il y a cette tag function CSS qui nous permet de délivrer du CSS pur, entre guillemets, et puis pas forcément lié, comme avec Style Component, à un composant ou un tag HTML. Donc on peut écrire comme ça notre CSS à côté, utiliser la tag function TW pour la transpilation, et puis passer nos utility classes, et puis simplement un peu plus loin de notre code, récupérer ces styles et puis les appliquer. Après, vous en doutez, cette flexibilité, elle induit forcément des choses un peu dégueulasses qui peuvent se produire. Là, par exemple, j'ai mis un bouton où on passe de 3 ou 4 mêmes façons différentes, les mêmes styles Tailwind, donc on peut vraiment avoir une sorte de monstre de Frankenstein. Et puis ça, si on cadre pas bien les choses, on peut très vite arriver à quelque chose d'illisible, voire immaintenable. Donc c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit quand on utilise cette approche. Petit retour sur expérience, du coup. Là, j'ai sauté assez brutalement, mais je pense que c'était pas mal d'aborder la suite là-dedans. Donc déjà, l'avantage d'utiliser une approche comme Twin, le CSS in JS avec Tailwind versus simplement utiliser les classes CSS. Alors, le premier truc, c'est la flexibilité. Je ne dirais pas que c'est plus simple, mais ça permet plus de choses, notamment sur l'utilisation conditionnelle de style, etc., d'utiliser cette approche. En plus, c'est hyper bien intégré avec toute l'approche CSS in JS, donc tous les bénéfices de cette approche, avec
grâce à Twin, je dirais, Tailwind en bénéficie directement. On n'a pas de CSS inutilisé out of the box, donc ça c'est pas rien. Je pense que c'est le moment de parler un petit peu de poids. Donc si on prend Tailwind juste comme ça, et puis qu'on va pas changer sa configuration, on va vraiment garder la config par défaut, donc qui vient quand même avec beaucoup de choses, hein. On est conscient qu'il faut souvent optimiser, donc enlever des choses, mais là si on parle juste de poids avec la config par défaut, non compressé, la commande que je vous ai montrée avant, elle va nous produire un fichier CSS de 2,38 mégabytes. Enfin bref, de 2,38 mégas. Donc c'est quand même énorme. Alors forcément, en général, on va quand même minifier ce fichier, mais il fera toujours plus ou moins 2 mégas. Ensuite, avec une compression gzip, on arrive à 187 kg. Donc là, je dirais, ce que la plupart des gens ils feront quand ils vont mettre en place ce type de fichier de style sur leur interface web. Avec Brotli, on peut même descendre jusqu'à 45,2 kg, donc c'est pas négligeable, sachant qu'on est parti de loin. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec cette config par défaut, il y a quand même beaucoup de styles qui sont inutilisés. Donc là, on a un peu deux options, c'est réduire le scope, donc en gros, c'est changer la configuration de Tailwind et puis lui enlever des couleurs qui vont générer beaucoup de variantes, réduire peut-être les breakpoints, réduire les variantes en elles-mêmes, parce que on a vu les variantes de breakpoint, mais il y a aussi des variantes pour le over 2 points, etc., etc. Donc c'est vraiment optimiser la config Tailwind pour avoir quelque chose de moins lourd à la fin. Et puis l'autre option, c'est d'utiliser l'outil qu'il propose, c'est Purge CSS, c'est un outil qui va un peu automatiser sur la base de votre projet, et puis enlever toutes les classes qui seraient inutilisées. Mais dans les deux cas, ça demande quand même de mettre en place des choses pour se retrouver avec un poids de fichier de style un minimum décent. Avec Twin, le CSS in JS, on peut enfin dire RIP au critical CSS, donc un peu cette approche qu'on mettait en place pour pouvoir avoir, même quand on a des gros CSS, un peu deux phases où les critical CSS sont loadés avant, le gros de notre fichier après. Avec le CSS in JS et du coup Twin et Tailwind, plutôt, si on veut utiliser Tailwind grâce à Twin au CSS in JS, on n'a même pas besoin de tout préoccuper de tout ça. Donc out of the box, ça vient avec que les CSS qu'on utilise, donc que les utility classes qu'on aura appliquées dans notre code. Donc ça, c'est plutôt cool. Désavantages, là j'ai une grosse erreur, je rigole. C'est ultra flexible, mais du coup, ça demande d'être cadré. Comme je vous l'ai montré avant, on peut vraiment faire des choses dégueulasses, et puis on peut vraiment produire un code de très très mauvaise qualité très rapidement, simplement parce que comme chaque fois que des libertés nous sont offertes, ça peut dériver à quelque chose de moins idéal. Donc voilà, je pense que c'est important soit à travers les linters, soit à travers vos propres guidelines de code interne, ou en tout cas la façon dont le onboarding il est fait sur le projet, je pense que c'est hyper important de communiquer là-dessus. Personnellement, je pense que le CSS fonctionnel, c'est quelque chose que j'ai mis longtemps à adopter. C'est une approche qui m'avait été présentée à travers un outil qui s'appelait Tachyon, qui était un peu un pionnier en la matière. Et puis franchement, moi j'ai mis les pieds contre le mur. Je trouvais ça vraiment horrible, surtout là, cette façon de inliner presque les styles à travers des classes à usage unique. Puis après, je dirais que c'est l'usage qui m'a fait vraiment changer d'avis. Quand on voit ça, quand on lit de la doc, etc., on trouve ça dégueulasse. Puis une fois qu'on l'utilise, puis qu'on saisit un peu toutes les opportunités qui nous sont offertes à travers ça, là, tout à coup, on change rapidement d'avis, puis on se dit « Ah, purée, c'est vachement cool. J'aimerais vraiment avoir ça sur des vieux projets que je dois maintenir. » Sinon, à l'interne, je suis anti-stat. Ah non, prochaine slide. Donc je pense que ça, c'est vraiment ce qui m'a convaincu d'adopter Tailwind, Twin et tout ça. C'était le fait de pouvoir quand même, si je voulais, sortir mes utility classes de mon HTML pour le garder relativement pur, et puis le stocker dans des fichiers à part, et puis avoir une sorte de semblant de CSS, quelque chose où je pourrais mélanger mes utility classes qui sont en fait des alias de propriétés et des propriétés custom. C'est vraiment, je pense, ce qui a été le déclic pour moi d'adopter une chose, sachant que je pouvais quand même faire des choses propres avec. Et maintenant, je dois vous avouer que j'utilise l'approche telle qu'elle est présentée et vendue, donc avec des utility classes dans l'HTML, parce qu'au final,
c'est assez agréable quand on va délivrer notamment un composant React, d'avoir ces utility classes dans le code et puis de pouvoir gérer tout ça de façon relativement centralisée et puis pas devoir encore manager plusieurs fichiers séparément. Donc c'est vraiment la plus-value de l'approche, mais aussi au final quelque chose qui rend la développeur expérience plus agréable sur le long terme. Chez Antistatic, on utilise Tailwind de plus en plus. Je dirais pas sur tous les projets, mais de plus en plus, c'est quelque chose qui est apprécié par les développeurs. Et puis Twin, sur les projets React, de manière générale, depuis environ un an. On a des gros projets en cours qui l'utilisent, qui l'ont mis en place déjà l'année passée. Et puis franchement, tous ceux qui bossent dessus sont contents, c'est vraiment apprécié. Déjà, l'approche CSS fonctionnelle et Tailwind en premier lieu, et puis la façon dont c'est implémenté dans une application JavaScript avec Twin. Donc, un bon retour sur l'expérience, je dirais. Puis pour ceux qui auraient encore des hésitations, je peux que vous conseiller de plonger dedans, d'essayer sur un projet de moyenne envergure, et puis voir un peu comment ça vous parle. Ce que j'aime bien avec le CSS fonctionnel et Tailwind de manière générale, c'est le fait de pouvoir mettre en place de nouveaux composants de façon rapide. Ça, c'est quand même méga pratique. On crée un nouveau composant React ou Vue, etc. Et puis, on va pouvoir plonger directement dans l'HTML, mettre nos utility classes qu'on connaît, parce qu'on a quand même fait la config en amont, etc. Puis on peut vraiment développer un truc très rapidement comme ça. Même le faire en parallèle avec un designer, ça marche assez bien. Pareil, revenir sur un vieux projet pour modifier des styles, c'est moins pénible. Simplement parce que ces styles, ils ne sont pas décentralisés, placés dans un autre fichier qu'on doit recompiler, etc. Là, ça fait vraiment partie de notre composant. Et puis quand je dis vieux projet, oui, ça fait peut-être qu'une année qu'on l'utilise, mais je suis déjà revenu sur des composants que j'ai codés il y a une année, et puis je trouvais agréable de pouvoir simplement modifier des spacings comme ça avec des utility classes, ou même des styles typographiques. Et puis, il n'y a plus besoin de savoir le nom des classes à variable Bootstrap, enfin. Ce que j'aime moins avec cette approche Tailwind, c'est que j'écris plus de CSS. Pour être franc, une fois qu'on a bien setupé notre environnement Tailwind, Twin, tout ça, on n'a plus besoin d'écrire du CSS, puis c'est mieux justement de ne pas en écrire pour pouvoir centraliser les valeurs, au moins dans la config, etc. Donc avoir une sorte de design system qui fonctionne uniquement avec Tailwind, et puis pas avec des genres d'hybrides qui gravitent autour et puis qui rendent la maintenance compliquée. Mais le problème, c'est que j'écris plus de CSS, puis c'est quand même quelque chose que j'aimais bien faire. Et puis même s'il faut plus savoir le nom des variables, des classes Bootstrap, il faut quand même apprendre un petit peu la systématique du nom des classes de Tailwind. Alors il y a IntelliSense pour Tailwind dans VS Code, il y a des plugins pour différents IDE. Mais après, l'avantage, c'est qu'au moins la doc, elle est cool. Je dis pas que la doc de Bootstrap est peut-être pas cool, mais celle de Tailwind, elle rend vraiment, elle facilite vraiment l'adoption de la technologie. Voilà, j'arrive au bout de ce talk. Merci déjà d'avoir été présent et de m'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop technique et puis que ça vous aura parlé et puis que vous aurez découvert quelque chose. Du coup, si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Merci beaucoup Yann pour ton talk, c'était hyper bien, c'était hyper enrichissant. On va maintenant passer aux questions. Je vais quand même laisser tes slides pour si tu veux revenir dessus pendant les questions. On va donc prendre la première question qui est posée par Bill C, qui pose la question: à quel moment on choisit de faire un padding top 10, une classe PT10 plutôt qu'un PT small en fait? Donc comment tu choisirais, à quel moment tu choisis en fait de faire plutôt une classe utility ou plutôt PT small? Donc, Ouais, ça c'est une bonne question. Je pense que cette abstraction avec soit des numéros, soit des mots-clés comme small, large, etc. Je pense qu'au début, c'est bien au moment où on va rentrer dans le projet, de définir une unité de mesure. En général, on va se baser sur des REM. Donc, en gros, c'est la largeur d'un paragraphe type qui va nous donner un peu l'unité de base pour toute notre interface. Et puis, ça nous permet comme ça de maintenir les proportions en fonction de l'évolution de cette unité, donc notamment en responsive. Et puis du coup, je pense que dans la config Tailwind, c'est important de pouvoir identifier rapidement quel chiffre va correspondre à quelle proportion.
Donc, par exemple, on pourrait très bien dire que notre PT1, bah, c'est 1 REM, donc ça correspond à l'unité d'une hauteur d'X, et puis que 2, c'est 2 REM. Ou alors qu'après, on peut avoir quelque chose d'exponentiel, mais il faut que je pense que cette unité qu'on va décrire dans le fichier de config de Tailwind, elle ait un sens, puis pas qu'on doit toujours revenir dans la config, puis dire « Ah, ok, PT11, eh ben, c'était 42 pixels. » Enfin, faut que ça reste quand même méga logique. Ouais. Et puis mettre des après, règles. ouais, exactement. Puis il faut pas hésiter à discuter ces règles aussi avec les designers. Typiquement, chez nous, ils aiment bien travailler en base de 8 pixels. Donc là, on sort un peu du scope des REM et puis on entre dans du pixel plus ou moins statique. Mais en général, bah, dans leur design, quand ils vont travailler par exemple en base 8, bon, on sait qu'on va avoir des gouttières de 16 pixels, qu'on va avoir des espacements de 16, 24, etc., 32 pixels. Donc, il ne faut pas hésiter à discuter aussi sur l'unité de base du designer, parce qu'il y en a qui l'ont en tête au moment où ils designent. Donc, pour faciliter notre job, je pense que c'est bien de réfléchir à ça avant de plonger intensément dans le développement. Ok. Ça répond à la question. Super. Une deuxième question qui est très différente d'ailleurs. Avec Tailwind, d'ailleurs c'est écrit faux, Tailwind, est-ce que tu écris encore des style guides? Et si oui, comment tu gères les changements dans les différents projets, c'est-à-dire dans la partie client, puis le style guide ensuite, puisqu'il y a beaucoup de classes qui vont devoir changer à plein d'endroits différents. Bah, je dirais que oui, je fais toujours des style guides. Différemment, c'est vrai qu'avant, on faisait des style guides très HTML, CSS, sans tenir trop compte du livrable final, et puis on avait une sorte de design system atomique, etc. Maintenant, je dirais que c'est moins forcément lié à Tailwind, mais plus à React de manière générale, où on va développer un style guide de composants, non plus simplement d'interface, mais des composants presque métiers, qu'on va cette fois documenter, aussi sous la même forme, mais grâce à Storybook. Et puis ça va nous permettre de construire comme ça notre librairie de composants d'interface. Puis par rapport à Tailwind, ben, c'est plus abstrait. On n'a plus une classe qui représente un composant ou plusieurs classes qui sont utilisées pour décrire un composant, un peu comme dans Bootstrap. On aura plus quelque chose, un composant d'un côté, et puis si on va regarder dans son code, ben, plein d'utility classes qui vont être utilisées pour rendre visuellement ce composant. Mais je dirais que Tailwind, c'est ni un frein, ni un facilitateur de développement de style guide. Ouais, ok. Super. Prochaine question. Alors, attends, il faut que je les retrouve. Est-ce que l'impact sur la taille du markup des pages, il est faible ou est-ce qu'il est important? Et puis du coup, s'il est important, est-ce que tu as dû mettre en place des outils pour minimiser en fait cet impact, soit minimifier les classes, soit un processeur, je ne sais pas. Je dirais que mon inquiétude, elle a aussi pas mal évolué sur le temps. Au début, c'était quelque chose qui me faisait très peur, notamment la taille de l'HTML. Après, c'est un problème des fois un peu plus global, qu'il y ait beaucoup de classes HTML ou pas. Au final, la taille de l'HTML, elle peut très vite grandir. Et puis, je pense que c'est la façon dont on va le segmenter, notre code, avec des composants, des fichiers séparés, qui vont régler en partie ce problème. Et puis après, c'est vrai que quand je me rends compte que j'ai vraiment trop d'utility class ou que ça devient vraiment illisible, là, je sors ces choses dans un fichier séparé ou dans une variable séparée que je réapplique par derrière. C'est vraiment, au moment où on va coder notre HTML, c'est vraiment de penser à quelles sont les solutions pour rendre mon HTML plus ou moins propre. Après, je dis pas que utiliser du Tailwind à fond dans l'HTML, c'est dégueulasse, mais c'est plutôt la façon dont vous allez découper votre HTML qui va le rendre ou pas lisible. Et puis, dans React, on peut faire de manière générale, dans HTML, on peut faire des retours à la ligne. Donc, c'est aussi la façon dont vous allez indenter votre code, dont vous allez... C'est vraiment plus de la mise en forme. Mais ça t'arrive jamais, du coup, de d'écrire toi-même un helper et puis d'utiliser ensuite, d'étendre avec des éléments de Tailwind. J'ai déjà vu ça dans du SaaS, en fait. Ouais, au début, je le faisais plus. Et puis, ça dépend. Je dirais que quand c'est vraiment quelque chose qui est très redondant, donc je me rends compte qu'à travers même beaucoup de fichiers, j'ai toujours les mêmes utility classes qui viennent, à peut-être une variation près, etc. Là, je vais faire un fichier, là, si on parle de JavaScript, un fichier JavaScript séparé, et puis je vais exporter des variables qui contiennent des sets d'utility classes. Ça, je fais souvent pour les boutons, pour les styles typographiques, pour ce genre de choses, pour avoir quand même une utilisation de ces utility classes modulaires et puis pouvoir aussi altérer rapidement leur comportement
puis pas devoir faire du search and replace sur 40 fichiers différents. Donc ça, ouais. Ok, ouais. Ça fait sens. Ça rejoint un petit peu ce que disaient d'autres personnes, je pense. Prochaine question, on en a pas mal. Hein. Je suis un peu navré. Tu me dis si ça te fatigue. Pas de souci. Est-ce que c'est possible de faire du critical CSS avec Tailwind, vu qu'on voit qu'il y a ces chips avec tout ce fichier qui est assez huge? Ouais, tu peux pas vraiment faire du critical, du coup, c'est un peu compliqué. En JavaScript, je dirais qu'il n'y a pas le besoin, parce que c'est React au moment où il va hydrater les composants, qui va rendre les styles, etc. Donc tout ça, ça vient out of the box grâce à React CSS in JS. Et puis quand on fait pas de JavaScript, là, on faut utiliser des outils comme Purge CSS ou des choses qui permettent d'identifier quels sont les composants, enfin les utility classes utilisées en haut de notre page, et puis couper même. Je dirais que Tailwind en soi ne le fait pas. Puis après, c'est un peu les mêmes outils qu'on utilisait à l'époque pour faire des critical CSS. Mais encore une fois, quand on va utiliser du React, que ce soit pour du server-side rendering ou du client-side rendering, c'est vraiment React qui va s'occuper de toute cette partie d'hydratation et de service des styles. En général, c'est inline. Enfin, c'est vraiment... Enfin, plus besoin de penser au critical CSS. Bonne nouvelle. Prochaine question. Est-ce que c'est possible de désactiver les multiples modalités Tailwind? Donc, on a vu pendant le talk, tu parlais des 3 manières qu'il y avait d'utiliser. Il y avait ces fameuses utilitaires TW, la classe, etc. Est-ce qu'il y a moyen en fait de désactiver, d'en utiliser qu'un seul, ou est-ce que c'est vraiment une règle de développeur finalement? Non, je dirais que c'est plus des règles de développeur. On peut empêcher son utilisation avec une config de linter strict, mais en soi, on ne peut pas désactiver l'outil. Cette fonction TW qui vient avec Twin, en gros, c'est vraiment une fonction qu'on peut utiliser un peu partout. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est une fonction, enfin, je l'ai dit, mais c'est une fonction qui est utilisée au moment de la transpilation, mais qui n'est jamais exécutée. Donc, même si c'est des template strings qu'on va utiliser pour déclarer les utility classes, on ne peut pas faire de concaténation ou de logique à l'intérieur. Mais en soi, cette fonction, elle vient en l'état. Donc, on peut choisir de l'utiliser ou pas, mais dans les deux cas, enfin, dans tous les cas, une fois qu'on l'importe, on peut l'utiliser sous forme de props ou sous forme de tag function. Donc non, je dirais que c'est plutôt dans la config du linter que vous allez mettre en place, que vous pouvez peut-être un peu réguler la pratique. Et puis d'être rigoureux quand tu es une équipe de développeurs, d'utiliser un peu les mêmes process. Une petite question qui est de moi d'ailleurs. Est-ce que tu penses que Tailwind rend le styling plus simple pour les back-end développeurs? Est-ce que tu as eu des expériences où c'était plus compliqué ou moins compliqué avec des back-end? Peut-être pas encore, je sais pas. Ouais, franchement, je dirais que oui, comme ça, à chaud, parce que une fois qu'on a expliqué aux développeurs back-end qu'est-ce qu'ils ont à disposition comme classe, comment est-ce qu'ils peuvent récupérer la liste de ces classes, ou en tout cas les déduire, etc., ça leur permet, ça leur offre la liberté à eux de faire des interventions, alors souvent quand même assez légères, mais pas négligeables sur le code, sur l'HTML en général. Puis on a eu des expériences à l'interne avec des solutions Drupal comme ça, où c'était faisable. Est-ce que c'était du Tailwind? Mais bref. Et puis une autre expérience où on travaille vraiment, où nous, on développe les composants visuels, et puis une autre équipe développe les composants fonctionnels. Et puis là, de ce que j'ai vu, ça semble assez bien fonctionner. Une fois qu'ils ont compris quelles sont surtout les utility classes pour gérer un peu l'espacement ou les choses comme ça, ça se passe bien. Puis je pense que c'est assez aussi bien vécu le fait d'avoir un peu cette liberté, et puis pas de devoir dire à un frontend tu peux aller méditer les fichiers de style pour que je puisse avoir cette liberté ou cette fonctionnalité. Donc ouais, je pense que c'est un plus. Est-ce qu'on a déjà posé cette question? Ah si, on a déjà posé cette question, je ne vais pas la reposer, je posais celle-ci. Donc c'est une des dernières questions qui était posée par Bill C de nouveau, et il demande quels sont les bons livres, les tutoriels pour former une équipe de dev ou des designers à Tailwind? Quelles sont les ressources en fait finalement? Ouais. Je dirais les ressources de Tailwind en eux-mêmes. Enfin, déjà la documentation, comme je l'ai montré, elle est méga bien faite. Il y a aussi toute une rubrique d'exemples, comment est-ce qu'ils développent des composants plus ou moins complexes. Ah oui, ce que j'ai promis d'aborder, mais que j'ai pas fait, c'est que Tailwind ont sorti leur Tailwind UI, qui est en fait, cette fois c'est payant, c'est pas open source. C'est toute une librairie de composants qui utilisent toujours les utility class Tailwind, mais où les composants sont codés pour vous, donc des composants marketing ou d'interface de dashboard, etc.
Donc ça peut être un bon entry point aussi si vous avez moins d'expérience, mais vous avez envie de voir concrètement quelles sont les bonnes pratiques. Et puis derrière, il y a Adam Wattan, là, le créateur de Tailwind, avait écrit un livre qui s'appelle Refactoring UI, je crois. J'ai personnellement pas lu, mais j'ai entendu que des bons échos pour ceux qui l'ont lu. Et puis je crois que ça permet justement de rentrer de façon smooth dans cette approche de CSS fonctionnel et puis de Tailwind. Donc, vraiment, les ressources qui sont déjà proposées, elles sont toutes listées sur leur site, elles sont toutes bonnes à prendre. Ok, cool. Si tu as un lien, peut-être le mettre en commentaire de YouTube. Si Lucas d'ailleurs confirme, si jamais Lucas Pali. Hello d'ailleurs. Écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, on a fait toutes les questions. Donc merci beaucoup pour ton talk, c'était hyper bien. Merci à vous.